Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Le soleil du Sénégal a marqué le début de votre rayonnement international. Vous avez écrit des pièces qui ont été transformées en billets, ceux de théâtre qui, des deux côtés de l'Atlantique, vous ont valu des vagues d'applaudissements. Vous débutez aujourd'hui une carrière de romancier. Bonjour Pierre Laville. Bonjour Jacques Pessis. Alors, on vous connaît, on connaît votre nom, moins votre parcours, car vous avez fait des pièces de théâtre connues dans le monde entier, on va en parler. Et puis, il y a vos débuts de romancier avec ce livre, La guerre les avait jetés là, chez Robert Laffont, qu'on va évoquer aussi. C'est le principe des clés d'une vie. Et le principe, c'est aussi des dates. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 1er avril 1966. C'est là où débute à Dakar le premier festival mondial des arts nègres. Et ça, je crois que vous êtes très lié à cette date. Vous avez parfaitement raison. C'est une date qui marque ma véritable entrée dans le théâtre. Parce que jusque-là, j'avais, pour des raisons de formation de famille aussi, été enseignant à l'université uniquement. J'étais docteur en droit, etc. Enfin bref, j'enseignais le droit et comme il y avait une opportunité d'aller exercer cette activité en Afrique par curiosité, j'étais parti au Sénégal où je suis resté 2 ans. Et là, rencontre par hasard dans une rue, ou plus exactement sur le chemin qui longeait la côte de l'océan, 2 personnes titubantes de fatigue et de chaleur me croisent. J'étais seul sur 2 kilomètres. On se bouscule presque comme des gens solitaires sur le même chemin. C'était Aimé Césaire et Jean-Marie Serrault. Voilà. Alors, il se trouve que ce festival mondial des arts nègres à Dakar, ça faisait 5 ans qu'il devait être organisé. C'est la première fois sur le sol africain qu'on voulait montrer la culture africaine. Et je crois que c'est Léopold Sédar Senghor qui avait voulu ce festival. Absolument. C'était même l'illustration, disait-il, je vais incarner la négritude. C'était sa phrase courante. J'ai bien connu, évidemment. Son meilleur ami s'appelait Aimé Césaire. Oui. C'est-à-dire la première décision de programmation que Senghor a prise pour le festival a été de programmer la pièce la plus connue d'Aimé Césaire, La tragédie du roi Christophe, que Jean-Marie Serrault avait mis en scène à l'Odéon à Paris et qui était un succès international. Donc Serrault et Césaire venaient négocier la présentation de La tragédie du roi Christophe dans le cadre du Festival des Arts Nègres qui allait réunir tous les grands interprètes noirs dans le monde entier. Et Césaire avait fait une belle pièce, mais ça dépassait largement tout cela. Le festival portait surtout sur les arts graphiques, sur la musique, sur le théâtre évidemment, mais surtout la chanson. Il y avait Mariam Makeba, il y avait Paul Robesson, il y avait énormément de grands noms de cette époque-là. Et le festival a été un événement tout à fait considérable. C'était la première fois que la culture africaine se manifestait de manière cohérente et de manière exemplaire. Parce que le monde entier est venu là. L'inauguration s'est faite avec l'empereur Haïlé Sélassié qui tenait la main de Malraux, qui tenait la main de Senghor, qui tenait, etc. Vous voyez, il y a le tout monde entier était là, comme on aurait pu dire quand tout Paris était présent à une générale de théâtre. Alors, à cette époque-là, effectivement, vous dirigez, Pierre Laville, l'École nationale d'économie appliquée, oui, qui forme des cadres de haut niveau. Oui, pardon, je m'en excuse pas, parce que ce furent des années magnifiques, mais ma formation j'étais un économiste, un juriste donc, et j'étais parti en Afrique pour enseigner et être conseiller du président du conseil de l'époque, de là-bas, Mamadou Dia, pour les questions économiques. Donc, je me suis trouvé... Parallèlement, c'est pour cela que je l'indique aussi, depuis que je suis tout petit, inexplicablement originaire du Sud-Ouest et dans un endroit totalement perdu et loin de tout théâtre, j'étais fou de théâtre et passionné de théâtre. Mais comme à l'époque, dans ces années-là, on ne faisait pas carrière dans le théâtre, je n'ai jamais envisagé faire du théâtre. Par contre, j'étais donc professeur de droit à l'université. Mais dans ma tête, le cœur et la tête étaient dans le théâtre. Donc rencontrer Césaire et Serrault, c'était un miracle. Voilà. Et Serrault, en plus, c'est le père de Colline Serrault, qui a consacré sa vie au théâtre. On ne recense sur lui que 2 apparitions à la télévision, oui, en 1956 et 57 dans l'émission En votre âme et conscience. Absolument. C'était une époque, vous savez, où les choses étaient beaucoup plus pures, si j'ose dire, qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on faisait du théâtre.
Quand on faisait du cinéma, c'était vraiment parce qu'on avait besoin de gagner sa vie ou d'acheter une maison, mais on faisait du théâtre. C'était la voix, c'était la vocation. Ou bien on faisait du cinéma, ou bien on écrivait. Les choses n'étaient pas mélangées. Il n'y avait pas l'extraordinaire mixage qu'il y a aujourd'hui où tout se mélange et où tout se mêle. Donc, si vous voulez, à l'époque, c'était très déterminé comme ça. Et Serrault faisait du théâtre et il avait voué sa vie au théâtre. Et d'ailleurs, c'est lui qui a révélé Beckett, Ionesco, Genet, Adamov, Bertolt Brecht. C'est un immense homme de théâtre à qui nous devrons beaucoup. Alors, il se trouve qu'effectivement, vous êtes né dans un tout petit village, Saint-Vincent-Rive-d'Olt, près de Cahors, et vous avez fait vos études au lycée Gambetta à Cahors. Oui. Ce lycée, d'ailleurs, existe grâce à Joachim Murat, Oui. le conseiller de Napoléon, qui a mis l'argent pour le créer. Oui. Et ensuite, vous faites du droit à Toulouse, et vous allez vous retrouver à la Sorbonne pour enseigner le droit international. Ça n'a rien à voir avec le théâtre. Non, justement, c'est ce que je vous disais. Pour moi, ma vie était toute droite et, uniquement orientée vers un travail sérieux. Mon père était mort, ma mère était dans une situation très modeste, donc je devais gagner ma vie au premier degré. Et c'était le droit. J'étais professeur d'université, j'avais 20 ans, c'était déjà une belle chose. Donc, la voie était tracée. Mais justement, cet accident dont je vous parle, cette rencontre Serrault-Césaire, va tout faire basculer. Et Serrault, vous l'avez reconnu grâce à son imperméable. Ah oui, parce que pour moi qui adorais le théâtre, on avait, alors là aussi, phénomène d'époque, on avait très peu d'images des gens de théâtre. On ne les connaissait pas. Un metteur en scène, on pouvait voir une fois tous les 10 ans sa photographie peut-être quelque part dans un livre, mais il n'y avait pas de revue, il n'y avait pas de télévision évidemment, où on la regardait très peu. Donc les journaux étaient différents. Donc on ne connaissait pas les personnalités. Et Serrault, dans les quelques images rares que j'avais vues de lui, notamment avec Samuel Beckett, qui avait le même imperméable. Il était vécu de cette espèce de chose un peu grise et bien froissée et très modeste, parce que c'est aussi ce théâtre d'avant-garde-là était très pauvre. Donc l'imperméable était pauvre, il était cohérent avec le répertoire, vous voyez. Alors, il se trouve que vous osez aborder Jean-Marie Serrault et que la conversation va se poursuivre pendant près de 3 heures. Voilà, là c'était le miracle, comment vous dire, j'étais réellement timide et audacieux comme tous les timides, donc timide parce que j'étais sidéré de les voir là, évidemment. Je ne savais pas qu'ils étaient là, qu'ils allaient être là, donc les rencontrer brusquement comme ça, en les heurtant en plus. J'ai failli renverser Jean-Marie Serrault sur cette petite route en bord de mer, donc évidemment c'était miraculeux, comme je vous disais tout à l'heure. Autrement dit, comme tous les timides, j'ai osé dire tout ce qu'on ne dit pas, et avec une chaleur et un enthousiasme qui l'a visiblement touché, parce que à la fin, au bout d'une demi-heure, ils étaient écrasés de chaleur encore plus. Césaire me fusillait du regard, je le vois encore, et Serrault m'a mis la main sur l'épaule et il m'a dit « Tu es fait pour le théâtre, tu démissionnes, je t'attends ». Ce sont les mots qu'il m'a vraiment dit à l'époque, il y a bien longtemps donc, et qui ont changé ma vie car je l'ai écouté. Et le théâtre, vous l'aviez découvert au départ par les livres, par des revues spécialisées. Il y avait Paris Théâtre et déjà l'avant-scène. Oui, mais surtout Paris Théâtre, qui a été une revue absolument magnifique. L'avant-scène a pris le relais après, bien sûr, qui a fait un travail magnifique avec l'ami Philippe Tesson. Et donc, effectivement, si vous voulez, le théâtre avait été pour moi, comment vous dire, je vivais dans le sud-ouest, dans un merveilleux pays. Je vous avais rappelé mon village de naissance, qui est un si joli nom et qui est d'une beauté sidérante. Donc, mon enfance était très harmonique, mais presque secrète. Elle était à l'écart. Disons que le théâtre là-bas n'existait pas. On n'avait jamais vu ça. Le Grenier de Toulouse n'était pas allé jusque-là. Vous voyez, le théâtre était inconnu. Donc, je ne le connaissais que par mes lectures et surtout la radio. La radio a été très essentielle parce qu'elle diffusait beaucoup de pièces. Et il y avait beaucoup d'émissions, comme la vôtre, d'émissions très courantes. Et donc, j'étais, un appétit d'écoute de toutes les radios et de tous les livres. Donc, j'avais constitué une espèce de culture parallèle à moi, secrète, dont je parlais à personne.
qui portait sur le théâtre. C'était mon Jules Verne à moi, si vous voulez. Et Philippe Tesson, justement, vous parliez de l'avant-scène. L'avant-scène, au départ, était un supplément théâtral d'un journal qui s'appelait Radio 52, qui était l'ancêtre de Télé 7 jours. Mais absolument. Alors, il se trouve aussi que vous avez découvert le Festival d'Avignon grâce à Jean Villard. Alors oui, alors ça là vous avez déjà sauté quelques années car c'est déjà l'après-Serrault, je dirais, en ce sens que autre miracle de Jean-Marie, si vous voulez, le petit jeune homme que j'étais, donc que j'ai rejoint et j'ai été le compagnon de travail de Jean-Marie comme assistant metteur en scène pendant 9 ans, mais parallèlement il parlait de moi et c'était très étonnant parce qu'un jour, si vous me permettez l'anecdote, j'ai été appelé, alors donc j'avais 26 ans, j'étais fringant et passionné, mais totalement inconnu. Et un jour, le téléphone sonne, c'était la secrétaire du ministre de la Culture de l'époque, Jacques Duhamel, qui me dit « Le ministre veut vous voir ». Et je vais donc voir Jacques Duhamel le lendemain matin, qui voit arriver donc ce petit jeune homme, et je vois encore le visage de Jacques Duhamel, qui était un grand ministre d'ailleurs, me dire « Écoutez, monsieur, je ne vous connais pas, mais monsieur Serrault se porte garant pour vous. Voulez-vous la direction du Théâtre des Amandiers de Nanterre ?» On va en reparler tout à l'heure. Et donc ça s'est passé comme ça, et j'ai dit oui, et je suis parti du Nanterre. Autre coup de volant, je dirais, de ma vie. Ça. Alors ça, ce sont d'autres coups de volant qu'on va évoquer justement à travers d'autres dates, mais j'en ai choisi une autre avant celle-là, qui est importante dans votre parcours et dans les médias. C'est le 28 mars 1983. A tout de suite sur Sud Radio avec Pierre Laville. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Pierre Laville. On parlera tout à l'heure de La guerre les avait jetés là, votre premier roman chez Robert Laffont. Et puis, on a évoqué vos débuts, effectivement, dans le théâtre grâce à Jean-Marie Serrault. Mais il n'y a pas eu que le théâtre dans votre vie. Le 28 mars 1983 débute une émission de télévision dont vous allez reconnaître le générique. Ouf. Plaisir du théâtre, car pendant 5 ans, vous avez produit une émission sur le théâtre à la télévision, ce qui n'était pas évident. Vous savez combien j'ai fait, si je peux me permettre, oui. 55 émissions d'1 heure oui. qui passaient sans interruption publicitaire à 22 heures. 55 émissions. Et avec 1 million de spectateurs à chaque fois. Ça marchait beaucoup. Oui. Et... J'ai arrêté uniquement par décision. Pierre Desgroppes aimait beaucoup l'émission, c'est lui qui me l'avait commandé. Et un jour, je lui ai dit j'arrête parce que professionnellement c'était incompatible. J'ai travaillé beaucoup aux États-Unis, j'ai travaillé beaucoup à Broadway à ce moment-là. Je pouvais plus. J'avais une revue de théâtre sur les bras, j'écrivais des pièces, j'en adaptais d'autres. C'était une vie merveilleuse. Moi, toute ma vie a été merveilleuse. De toute façon, je la recommencerai de A à Z. Mais là, vraiment, c'était un pic où vraiment c'est devenu très difficile. J'écrivais les numéros de ma revue dans les avions sur mes genoux. J'ai perdu un numéro entièrement écrit à l'aéroport de Dallas dans un changement où je partais à Los Angeles. Enfin, c'était devenu complètement fou. Donc, il fallait prendre des décisions. Alors, il se trouve que cette émission, au départ, vous allez voir Pierre Desgroppes, qui est le patron, justement, d'N2. Oui, magnifique personnage. Et vous lui proposez une émission qui est l'anti-émission de l'époque, parce que parler du théâtre à 22h le soir, et pas seulement, parce qu'à l'époque, il y avait Au Théâtre ce soir, il y avait Max Favalelli qui présentait les chroniques et qu'on a connu ensuite pour Le mot le plus long. Et le plaisir du théâtre, c'était Frédéric Rossif qui avait trouvé ce titre en 55 dans une autre émission. Ah ça, je savais, vous m'apprenez quelque chose là, je l'ignorais. Mais par contre, ce qui était le plus novateur à l'époque, c'est qu'au Théâtre ce soir, c'était les retransmissions des spectacles. Oui. On ne parlait pas du théâtre. Voilà. C'était pas les gens de théâtre qui s'exprimaient, mais c'était les pièces. Et elles passaient en soirée différemment. Par contre, et l'émission de Favalelli, c'était à 19h avec Lise Lina, ça durait 20 minutes. Là, moi, j'avais 1 heure d'émission. J'avais 58 minutes. Et 58 minutes non-stop. Donc, c'était... Et aucun contrôle. Une liberté totale. C'était magnifique. Avec toutes les formes de théâtre qu'on ne traitait pas à la télévision. Ah oui, là vraiment... alors j'avais, si vous voulez, je faisais un peu l'addition de ce que j'étais à l'époque, c'est-à-dire j'avais connu par ma direction au Théâtre des Amandiers tout le secteur public et je connaissais également tous les grands acteurs du théâtre privé. Donc j'avais fait la réunion des deux secteurs, ce qui étaient les frères ennemis.
qu'ils sont toujours d'ailleurs plus que jamais, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en veuille. Donc c'était l'émission avait ce mérite-là de faire alterner. Je me souviens, j'ai eu Edwige Cheyer n'a jamais été interviewée à la télévision, sauf avec moi. Elle me voulait parce que c'était moi. Elvire Popesco, toujours là, se faisait interviewer. Et en face, nous avions Samuel Beckett en train d'écrire sa dernière pièce, ou Marguerite Duras, qui était une amie, qui racontait son dernier roman. Donc on avait, si vous voulez, une réunion des personnalités qui, je répète, aujourd'hui, n'existe nulle part, ne serait-ce que la durée, encore une fois, parce que c'est moi qui faisais les liens. Je n'avais aucune interruption. J'avais 1 heure pleine de discours libre. Et votre première invitée, c'était, je crois, Madeleine Renaud. C'était Madeleine, oui. Madeleine, c'était une immense institution du théâtre, évidemment. Madeleine avait déjà joué 2 de mes pièces. Donc je la connaissais, je l'avais choisie comme marraine de l'émission parce que pour moi elle incarnait le théâtre à l'état pur, puisque nous étions en 83, elle avait débuté en 1916, donc vous voyez elle avait déjà plus de 87-8 ans, quelque chose comme ça, donc non 83, elle est née avec le siècle, je m'excuse. Donc enfin elle était déjà l'immense comédienne qu'on a d'ailleurs oublié beaucoup. Oui. À la fin de leur vie, moi je suis allé voir Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault chez eux, personne n'allait les voir, alors qu'il avait fait beaucoup au théâtre. Jean-Louis surtout était extrêmement malheureux. Jean-Louis Barrault est vraiment mort de désintérêt. Alors qu'il avait régné sur le théâtre. Quand il était à Marigny, il était le roi du théâtre parisien. Là, personne n'allait le voir. Son talent n'avait pas grandi, il ne s'était pas adapté à l'époque. Il faut bien le reconnaître aussi. Donc il était réellement laissé pour compte. C'était bouleversant. Moi, j'ai des souvenirs de lui. Et Madeleine le secouait, le tensait. Moi, j'étais témoin de scènes entre eux, ça fait grandiose. Parce que Madeleine, sous ses petits airs comme ça, elle tenait à la baguette Marguerite Duras d'un côté, Jean-Louis Barrault de l'autre, Samuel Beckett derrière. Vous savez, c'était quelque chose. Hein. Alors, il se trouve aussi que j'en reviens à vos débuts au théâtre. Je crois que votre parcours au théâtre a débuté à Chaillot avec l'inauguration de la salle Firmin Gémier. Oui. Avec Jean-Marie Serrault, là. Exactement. Car vous êtes devenu, il faut revenir au début, l'assistant de Jean-Marie Serrault pendant 9 ans. 9 ans. Mais pendant ce temps-là, comme à cause de la rencontre avec Jacques Duhamel dont je vous parlais, j'étais déjà directeur de théâtre en même temps. C'est-à-dire que je dirigeais le théâtre de Nanterre et puis je partais à 18h en courant suivre les répétitions de Jean-Marie à 20h à Paris. Donc je n'ai jamais interrompu. C'est la mort de Jean-Marie qui a mis fin à ce long et magnifique chemin de travail et d'amitié. Jean-Marie, qui est le parrain de mon fils, vous voyez, a été vraiment quelqu'un de très essentiel et de très admirable. Je ne cesserai jamais de célébrer son nom. Oui, alors il se trouve aussi que Jean-Marie Serrault, d'abord, c'était un grand metteur en scène qui travaillait avec des bouts de ficelle. Je crois que sa porte était toujours ouverte, il y avait un bouchon à l'entrée de sa porte. Absolument. Il n'avait plus rien parce que, figurez-vous, quand il était directeur de théâtre lui-même, il avait une petite salle à Paris, près de Sèvres-Babylone, qui s'appelait le Théâtre Babylone. Et il avait fait une faillite épouvantable au bout de 3 ans où il avait monté que des chefs-d'œuvre, notamment En attendant Godot de Samuel Beckett, aujourd'hui qui est joué dans le monde entier, qui est un classique des classiques. Et à cause de ça, pour avoir produit En attendant Godot, il avait fait une faillite frauduleuse, c'est-à-dire que les huissiers venaient saisir tout ce qu'il possédait à tout moment. Quand je l'ai connu, c'est-à-dire 25 ans plus tard, il payait toujours la faillite de Godot et il ne pouvait rien posséder. Il n'avait pas de frigidaire. Il vivait dans un 2 pièces rue Le Courbe, avec donc la porte toujours ouverte. Il avait une grande panière en osier dans laquelle il mettait ses trésors, disait-il, et il y avait par exemple les manuscrits. Et un jour, il me dit, tu voudrais voir le manuscrit d'En attendant Godot? J'ai dit, oui, ça m'intéresse, fais-moi voir. Il en a tiré une 20aine de feuillets, il m'a dit, j'ai perdu le reste. Et puis voilà, il ne s'attachait pas aux choses matérielles parce qu'on le lui interdisait, il y avait ça aussi.
Et c'était le cas aussi de Pascal Jardin, qui était saisi de tous les côtés. Il avait trouvé une astuce. Il avait acheté un appartement, il avait mis tous les meubles à l'intérieur, et après, il avait appelé un maçon, et il avait fait retrécir l'entrée. C'est-à-dire que les huissiers ne pouvaient plus emporter les meubles, et tout restait chez lui. Ah, c'est extraordinaire, ça. Et c'est vrai que ça a été la meilleure école de théâtre dont on puisse rêver pour vous, Pierre Je Laville. ne pouvais pas l'imaginer. Les meilleurs amis de Serrault, si vous voulez, et que j'ai connus et fréquentés par conséquent, puisque j'étais tous les jours chez lui plusieurs heures durant, s'appelaient Pierre Boulez, Delphine Seyrig, Michael Lansdal, Ionesco, Beckett, voilà, que voulez-vous, voilà. Et puis en plus, c'était quelqu'un pour qui la fête était permanente. Les répétitions avaient lieu, puis après on dansait, Pierre Laville. Exactement. Et il avait même il engageait avec les comédiens des musiciens. Et par exemple, il avait engagé, tenez-vous bien, Michel Portal, le grand musicien que vous connaissez, le grand interprète, mais aussi Jean-Pierre Drouet et Eddie Louis, et tous les trois faisaient orchestre et faisaient danser les comédiens aux pauses, dans les pauses. Et il y avait une chose qu'il ne supportait pas, et il vous l'a enseigné, c'est la perfection. Absolument. Et ça, je l'ai retrouvé chez d'autres très grands ensuite, très grands metteurs en scène, qui soutiennent, et je crois que c'est très vrai, qu'un spectacle parfait, ça existe, hein, j'en ai vu des spectacles parfaits, finissent à la fin de la représentation par laisser presque une sorte d'indifférence et de lassitude. Et la perfection est une provocation parce que nous ne sommes pas parfaits. Aucun spectateur n'est parfait dans la salle qui regarde cette perfection, et c'est presque embarrassant. C'est comme quand plutôt ça rappelle le regard que l'on porte à un tableau dans un musée. Et donc, mais le théâtre, c'est pas un musée. Le fait que le théâtre change tous les soirs et soit mobile, vivant en permanence, interdit justement cette perfection. Et Serrault avait une chose extraordinaire pour empêcher la perfection qu'il savait faire, parce qu'il avait travaillé avec Brecht, il avait travaillé avec Strehler, enfin, bon, pour empêcher la perfection, quand il mettait en scène une pièce, il choisissait dans la pièce une scène qu'il travaillait pendant 4 semaines. Que ça. 10 pages. Et puis, les 4 derniers jours, il disait « Allez, on fait la pièce ». Et il mettait en scène en 4 jours tout le reste, c'est-à-dire que les acteurs n'avaient pas le temps de s'habituer à être parfaits. Vous voyez, ils avaient atteint des sommets de curiosité et de perspicacité par la grande scène qu'ils avaient travaillée. Mais faire la pièce en 4 jours, on ne pouvait pas. C'est-à-dire que les spectacles gardaient une sorte, que je n'ai jamais retrouvée ailleurs, si chez Peter Brook, mais une sorte de vivacité, de légèreté, d'inconséquence, vous voyez, qui la rendait amicale. C'était intéressant, ça. Ça, c'était votre apprentissage, mais après, il y a eu d'autres choses. Et il y a une date importante dans votre parcours, c'est le 11 septembre 2015. À tout de suite sur Sud Radio avec Pierre Laville. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Pierre Laville. Nous parlerons tout à l'heure de votre premier roman, La guerre les avait jetés là, chez Robert Laffont. On a évoqué vos débuts dans le théâtre avec l'apprentissage par Jean-Marie Serrault. Et puis le 11 septembre 2015, c'est une date importante, car c'est la première ce soir-là à Princeton, au McCarter Theater Center, une salle de 300 places, d'une pièce que vous avez adaptée de Tennessee Williams. Eh bien non, ce n'est pas une pièce que j'ai adaptée de Tennessee Williams. Film. Non, c'est adapté d'un film. Il n'y avait pas de pièce de Tennessee Williams. Ça, oui. C'est-à-dire, j'ai fait cette espèce de chose aberrante qui a constitué à représenter une grande première d'une pièce inédite de Tennessee Williams que j'avais écrite. Vous voyez, c'était un pas comme ça. Baby Doll au départ. Baby Doll, le film est merveilleux. La pièce n'existait pas. Il avait fait des morceaux en un acte. Il avait essayé, mais il n'avait pas de pièce. Et je sais pas. Enfin, j'ai réussi à faire ça. Et on l'a créé là-bas, ça a été absolument magnifique, un succès formidable et un grand bonheur, surtout de s'entendre à l'anglais, vous voyez, comme si c'était vrai, quoi. C'était très très merveilleux, ce Baby Doll de Princeton. Voilà. Justement, ce McCarter Theater Center, on ne sait pas. En fait, c'est une compagnie professionnelle à but non lucratif qui est à l'université et c'est un peu la vitrine de Broadway.
Ah oui, tout à fait, oui. Vous savez, ils ont une tradition là-bas, c'est d'essayer de présenter en preview avant la première à Broadway dans une ville voisine, dans un grand théâtre d'une ville voisine, parce que ce sont des théâtres de 1000 places, c'est pas des petites choses, de présenter le spectacle qui va être joué à New York, de le présenter en avant-première, je dirais, et quelquefois il ne va pas plus loin. Par exemple, il y a un très célèbre exemple, c'est Betty Davis qui jouait La Nuit de l'Iguane de Tennessee Williams à Philadelphie en preview, qu'on n'a pas amené à Broadway, parce que c'était pas assez bien. Vous voyez, donc c'est dangereux aussi. Il y a un grand risque. Et il y a un jeune comédien qui était à l'époque étudiant à cette université, qui a débuté dans les chœurs, c'était James Stewart. Je ne le savais pas, mais le théâtre est merveilleux et il est dans la ville, mais il jouxte l'université. Et comment vous retrouvé pour un auteur français jouer à Princeton? Ça, il faut remonter. Alors là, il faut remonter, mais 30 ans plus tôt, parce que déjà, c'est la fin de mes années américaines, le Baby Doll. Le début de des années américaines, alors là, c'est encore plus merveilleux, si vous voulez. C'est David Mamet, qui était un très grand auteur américain, qui a eu le prix Pulitzer, qui a traduit ma deuxième pièce, qui s'appelait Le Fleuve Rouge, que Marcel Maréchal avait montée au Théâtre National de Chaillot. C'était ma deuxième pièce, j'étais tout jeune, et ça a été un grand succès. La pièce a été traduite dans une quinzaine de langues. Voilà, c'était une pièce qui a très très bien marché, et notamment, elle a été traduite en anglais et en américain par David Mamet, qui a créé là aussi la première fois à Chicago, au Goodman Theatre, au Red River, le fleuve rouge, voilà. Et là, ça a été, mais vraiment très important, parce que c'est à cette occasion-là, si vous voulez, alors là, ça a généré immédiatement, Mamet était une grande vedette, mon adaptateur, prix Pulitzer, et c'était le grand auteur qui démarrait là-bas à ce moment-là. On a à peu près le même âge, on se ressemblait beaucoup, et on est devenus très amis d'ailleurs, parce que j'ai traduit ensuite 14 pièces de lui, et lui a continué à me traduire là-bas. Donc, si vous voulez, ça a été une collaboration qui a démarré là-bas, et par exemple, Red River à Chicago a été vu... l'ambassade de France, on ne jouait pas d'auteurs français. J'étais le premier joué là-bas depuis longtemps. Donc, l'ambassade avait fait une soirée pour moi, enfin bon, etc. Pas drôle du tout, mais il fallait le faire. Et m'avait donné comme compagne Jeanne Moreau, que je ne connaissais pas. Et Jeanne, on sympathise tout de suite, elle était de passage là-bas, et Jeanne me dit « Ah, c'est ta fête », on sympathise, et à la fin de la journée, elle me dit « Ah, c'est ta fête, je t'amène au théâtre ». Et je me retrouve assis devant, elle m'avait pas dit quoi, un rideau qui se lève, et je vois en scène Elizabeth Taylor et Richard Burton. À la fin, Jeanne me dit « Ça t'ennuie pas qu'on aille leur dire bonjour ?» J'ai dit « Non, pas du tout, on peut y aller ». Et je me retrouve en coulisses avec donc Elizabeth Taylor et Burton, qui me trouvent sympathique et me dit « Oh, mais si c'était comme ça, on t'amène avec Jeanne ». Et hop, me voilà monté dans la limousine, puis aller dans l'appartement de Elizabeth Taylor et Burton à New York. Et j'ai passé là-bas une nuit et des moments, mais inimaginables, parce qu'on était seuls, évidemment, sans journalistes, etc. Donc, ça a été une soirée. Jeanne a été devenue une personne absolument précieuse, et Taylor et Burton, des gens que j'admire encore aujourd'hui, alors en totalité. La beauté d'Elizabeth Taylor était une chose confondante. Moi, j'ai regardé ses yeux, elle n'était pas grande, elle était plus petite que moi. Je regardais ses yeux violets, et à un moment donné, je me suis senti me pencher vers elle. C'est-à-dire, je tombais dans les yeux. Mais vraiment. Et Burton, qui le voyait, m'a attrapé par le bras, il circulait, et il m'a dit en anglais, évidemment, « Hein, tu vois pourquoi je suis devenu fou ?» Vous voyez, c'était déjà extraordinaire. C'est un peu l'époque que je trouve aujourd'hui, nous sommes un peu réducteurs parce qu'on sait tout de tout le monde et on n'a pas ce genre de mystère, parce que Taylor et Burton, moi, j'aurais jamais imaginé les rencontrer. Et même Jeanne Moreau, bon, j'aurais pu, elle, mais quand même, Jeanne était sublime, enfin... Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui se cachait régulièrement chez Liz Taylor pour être tranquille. Et un jour, j'avais une interview au téléphone avec Liz Taylor, et c'est lui qui a décroché, c'est Michael Jackson. Oui, ça je sais. Ils étaient très liés. Effectivement. Alors, j'en reviens aussi à Tennessee Williams, parce que vous avez une particularité. Vous avez publié le théâtre de Tennessee Williams, ce qui était une première en France, Pierre Laville.
C'est-à-dire, à la demande de Jean-Luc Barré, le directeur de Plomb, et de bouquins, j'avais fait un gros bouquin, la magnifique collection de Jean-Louis Barré, qui est un magnifique éditeur. J'avais fait un Tennessee Williams, c'est-à-dire j'avais retraduit les principales pièces, du Trombone Désir jusqu'à, etc. Et donc, à la suite de ce gros bouquin, j'ai été amené à retraduire même à traduire pour la première fois, on ne l'avait jamais traduite, les pièces en un acte, les toutes petites pièces, qui ont fait plusieurs volumes. Donc, Tennessee Williams, après la suite de David Mamet, vous voyez, et après, ça sera Tony Kushner à la Comédie Française. Il se trouve que Tennessee Williams, pour les Français, il fait penser à cette chanson. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Cette volonté de prolonger. C'est vrai que Tennessee Williams va aussi beaucoup à Johnny Hallyday à cette chanson. Ah ben ça, écoutez, Tennessee, bien entendu, c'est la matrice. Exactement. Mais c'est Michel Berger qui avait écrit cette chanson pour Johnny Hallyday quand Johnny Hallyday était un peu en baisse de popularité, et il lui a fait découvrir Tennessee Williams à tel point que Johnny Hallyday ensuite a joué une pièce de Tennessee Williams. C'est exact. Et il n'était pas mauvais, vous savez, je l'ai vu la pièce. Oui. Il existait, il avait une véritable personnalité. Oui. Il peut... je pense que les chanteurs ont comment dire, ont eu une telle ambition d'occuper l'espace sur scène qu'ils sont démultipliés et qu'ils ont un aura d'acteur exceptionnel. Et je pense que tous les grands chanteurs sont de grands acteurs. D'ailleurs, on l'a vu, dès que Montand ou je sais pas, mais ou Piaf même, ou pour finir à Barbara, pour finir sans parler des plus récents, sont devenus des grands artistes de la scène avant d'être des chanteurs presque. Alors ça, c'est votre carrière d'adaptateur, Pierre Laville, mais il y a aussi votre carrière d'auteur, et je crois que Jean-Marie Serrault vous a mis le pied à l'étrier avec une pièce qui s'appelait Les ressources naturelles. Oui, ben, c'est pareil, si vous voulez, c'était des miracles, bien entendu, qui m'étaient dus puisque j'écrivais la pièce, mais sans Jean-Marie, ça n'aurait pas existé, en ce sens que il initiait les gens à produire ce qu'ils avaient peut-être de meilleur. Enfin, c'était une immense qualité, ça. Et Les ressources naturelles, c'est ma première pièce, effectivement, qu'il devait mettre en scène. Et malheureusement, il est tombé malade, il est mort, il n'a pas pu l'achever, mais il avait choisi le théâtre. Et j'ai eu l'honneur incroyable que ma toute première pièce soit jouée sur la grande salle du Théâtre national de Strasbourg, un théâtre national. Ce qui, je crois, est unique dans les carrières d'auteurs. Oui, avec un problème ce soir-là, Pierre Laville, c'est qu'une partie du public est partie en pleine représentation. Oui, parce que il y avait, c'était la pièce. Là aussi, si vous voulez, c'est la même manière que Serrault disait que on ne peut pas être parfait. Il estimait qu'il n'y avait pas d'accueil du public total. Et il y avait eu le problème, c'était pas la pièce, c'était le drame, c'est qu'il y avait eu, il s'était produit un accident à l'extérieur ou un événement extérieur qui avait fait sortir une partie. Mais par contre, à l'entracte, j'ai eu le bonheur incroyable le directeur du Théâtre national de Strasbourg vient me chercher en courant. Il me dit « Viens vite, il y a Pierre Dux, c'est au téléphone, il veut te parler ». J'étais à l'entracte. Pierre Dux, administrateur général de la Comédie Française. Et moi, j'étais donc un auteur débutant, jeune directeur de théâtre, mais quand même, débutant, qui avait écrit une pièce. Et Dux m'appelait, et la conversation était incroyable là aussi. Dux me dit « Monsieur, je ne vous connais pas, bonjour, etc. » je viens de lire votre pièce, celle qui se jouait en première, là, où on était à la moitié. Je viens de lire votre pièce, j'aime beaucoup. Alors écoutez, je vous commande une pièce pour la Comédie Française. Je dis, comment? Oui, bon, voulez-vous? Je ne peux pas vous dire non, c'était ma réponse. Il me dit, écoutez, vous avez 6 mois, dans 6 mois, vous passez au comité de lecture et vous écrivez ce que vous voulez. Et c'était la Célestine. Et c'était la Célestine, la deuxième pièce qui a été reçue à l'unanimité du comité. Ils étaient 25, je m'en souviendrai toute ma vie. Il y avait René Clair
à côté de Jacques Charon qui dormait sur l'épaule de Le Poulain, qui éternuait sur l'épaule de Françoise Seigné. Enfin, c'était terrible. Et donc, la pièce était reçue à l'unanimité. Ça a été un succès extrêmement divisé, enthousiaste, magnifique, qu'on a joué longtemps après, qui a été repris. C'est une pièce fétiche pour moi. Et la pièce, surtout, La Célestine était jouée. Surtout, c'était ça. Par Denise Jones, qui était sublime, Jean-Paul Ossillon, Christine Fersen, Catherine Samy, Patrice Carbras, etc. C'est-à-dire la grande troupe de la Comédie Française. Et là, j'apprenais à chaque minute en les regardant travailler. Alors, il se trouve que votre plus grand succès international, Pierre Laville, ce sont les Trois Mousquetaires. Ah oui, ça. Oui, mais là, je n'en parle jamais parce que c'est un travail très modeste. Là, si vous voulez la petite histoire de la pièce, elle est assez amusante. Mon meilleur ami s'appelait Marcel Maréchal, qui a été un l'être merveilleux que vous avez vu jouer sûrement. Et Marcel avait une phobie, c'était jouer et monter les Trois Mousquetaires que son ennemi ami préféré lyonnais, Roger Planchon, avec lequel il avait fait un triomphe. Et Marcel voulait absolument refaire les Trois Mousquetaires et faire mieux que Planchon. Et il m'avait dit, naturellement, tu fais l'adaptation, tu prends le roman de Dumas et tu fais l'adaptation. J'ai dit non, ça m'intéresse pas du tout. Je partais aux États-Unis à ce moment-là, je sais plus ce que je faisais. Bref, il me dit non, je dis non, je le fais pas. Bon. Et puis, je dis, fais-le, je dis à Jean-Marie. Et Jean-Marie le fait. Sauf que, on fait la distribution ensemble quand même par plaisir, et il met la pièce en répétition, et 8 jours avant de commencer les répétitions véritablement, il m'appelle, il me dit, tu sais, j'ai fait des lectures, c'est très mauvais ce que j'ai fait, c'est catastrophique, on n'y arrivera pas. Alors, tu as 10 jours, mais fais l'adaptation. J'ai dit, mais je peux pas. Je prends l'avion pour, j'étais à Dallas à ce moment-là, je sais plus quoi. J'ai dit, je peux pas. Et dans les couloirs d'avion, je me souviens très bien, j'avais un carnet et je faisais l'adaptation des Mousquetaires. J'ai dû faire ça en moins d'une semaine, en 5 jours. Je lui ai envoyé ça, j'ai dit, écoute, fais ce que tu peux avec, débrouille-toi. Il le met en répétition. Il me dit, descends à la première. J'arrive la veille. Il me dit, tu sais, je suis catastrophé. Même avec ce que tu as fait, ça ne marche pas. Et alors, je regarde ça avec lui et je dis, effectivement, c'est pas bien, ça marche pas. On passe en première avec l'idée de faire un bide noir, mais vous savez. Et il me dit, j'ai tellement honte, viens avec moi, on va dans les cintres. Il n'osait pas entrer dans la salle. On monte dans les cintres tous les deux. Le noir se fait sur la première représentation. Et là, tout à coup, le comédien qui commence la pièce se lance, mais 2 minutes après, éclat de rire, multiplié par un autre. Les gens hurlaient de rire. Et Marcel se retourne vers moi et me dit, tu vois, c'est un bide, ils emboîtent. Et il a fallu 1 heure pour qu'on comprenne que c'était un triomphe et que les gens étaient fous de joie. On l'a joué 1200 fois dans 25 pays. On a eu des prix du meilleur spectacle au Brésil, en Tunisie, à Moscou. Mais invraisemblable. Le prix de la critique inespéré à Paris. Incroyable. Ça, c'est votre vie d'auteur de théâtre. Et puis, il y a celle de romancier qu'on va évoquer à travers la date du 9 février 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Pierre Laville. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Pierre Laville. On a évoqué votre parcours d'auteur de théâtre international, tous vos succès. Et puis, le 9 février 2025, surprise, votre premier roman, La guerre les avait jetés là, chez Robert Laffont. Un roman qui se passe à la Comédie Française pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi d'abord avoir écrit ce roman ? Alors, écoutez, moi, je suis un fou de littérature. Et le roman est une forme d'écriture et de création que je trouve absolument magnifique, tellement que je n'ai jamais voulu et osé entreprendre quoi que ce soit. Toute ma vie, le théâtre a pris la place totalement. J'ai écrit, vous savez, je ne devrais pas le dire, mais un projet que j'ai pour le mois de janvier prochain, c'est mon 100e spectacle. J'arrive à 100 pièces. Oui. Donc c'est absolument invraisemblable d'ailleurs. Voilà. Donc si vous voulez, le théâtre a occupé le terrain complètement. Donc pas de roman. Arrive le Covid. J'habite une maison à Saint-Cloud qui a plein de charme avec un jardin, un chien, tout ça. C'était très agréable aussi. Mais bon,
le directeur de Robert Laffont, citons-le, m'appelle en me disant qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu t'ennuies? J'ai dit oui, non, je travaille, je fais du théâtre. Il me dit mais écris donc un roman, c'est le moment, tu es chez toi, il faut être chez soi pour écrire un roman, il faut être replié sur soi, il faut avoir le temps dans la durée, écris un roman. J'ai dit écoute, j'ai jamais fait ça, mais fais-le, tu en as envie? Oh oui, eh ben fais-le. Et il me fait porter un contrat avec un avaloir par coursier le lendemain matin. Alors là, je me suis dit quand même, il faut le faire. Mais je n'avais pas de sujet. Et je ne cherchais pas. Mais sur Internet, comme ça, un jour, je vois passer une information. Maribel est la première personne que le général de Gaulle a voulu décorer de la Légion d'honneur pour fait de résistance en descendant d'avion en venant de Londres en mai 45. J'étais sidéré, car j'avais très bien connu Maribel. Je vous dirai pourquoi et comment après, puisque c'est le personnage central du livre. Et Marie ne m'avait jamais, mais elle était discrète sur sa vie, mais jamais parlé de ça du tout. J'ai dit, fait de résistance. Moi, j'avais connu Maribel, une star, directrice de gymnase, très fantasque, une espèce de sur-diva, richissime. Je me dis, la résistance... J'y crois pas. Et je cherche sur Internet. Maribel et résistance, etc. Et je trouve une dizaine de témoignages de familles juives sauvées par Maribel, qui avait fait aménager dans son appartement du 32 de l'avenue des Champs-Élysées un deuxième niveau, un plafond secret, dans lequel elle a caché des familles juives toute l'occupation, pendant qu'au rez-de-chaussée, dans ce grand lieu parisien, elle recevait Goebbels ou Göring au champagne, pendant qu'elle avait la famille juive qui était sur le plafond. Et elle était à l'époque star de la comédie française. Une star inimaginable. Et c'est pour ça que vous situez l'action de ce roman à la comédie française, dans les vrais spectacles qu'elle joue. Voilà, parce que tout s'est réuni, si vous voulez. Donc je me dis, mais voilà un sujet, parce que le sujet, c'est évidemment la contradiction entre la star qui se protège et puis la femme militante magnifique que décore de Gaulle, qui devient la meilleure amie de Malraux. Malraux disait... avait une phrase, ça doit être ça, ce que je vais dire. Malraux disait, pour connaître le génie français, non, on ne peut pas connaître le génie français s'il n'a pas vu jouer Maribel dans Phèdre. C'est magnifique. C'est pas mal, comme voilà. Et donc, si vous voulez, ça te contradit. J'avais un personnage central. Après, je me suis dit, mais naturellement, la Comédie Française, puisqu'à la Comédie Française, vous avez parlé de la Célestine, mais j'ai eu 8 pièces jouées à la Comédie Française. 8. C'est énorme. C'est énorme pour moi, en tout cas, j'entends. Hein. C'est-à-dire 8 émotions incroyables, la troupe, la maison, que je connais par cœur. Je peux y aller les yeux fermés, tous les étages, d'une loge à l'autre. Je suis pas chez moi, bien entendu, mais je la connais vraiment très à fond et je l'aime infiniment, cette maison qui est sublime, la plus grande maison de théâtre au monde. Et donc, je me suis dit, ça va se passer, Maribel, à la Comédie Française. Elle y était à l'époque. Pendant la guerre, parce que c'est une période... très vive, où mon père avait été résistant, enfin j'avais une sensibilité particulière à cette période. Donc voilà, donc la guerre, Maribel, la Comédie Française, et à partir de là, je me suis dit quand. Et pour moi, la date principale de la Comédie Française pendant la guerre, c'est la création du Soulier de satin au mois de novembre 1943, car le Soulier de satin a été un énorme événement. Un événement artistique, parce que la mise en scène de Barrault, qui durait près de 6 heures, était un événement incroyable, d'autant plus qu'il y avait les couvre-feux et qu'on ne pouvait pas jouer tard, qu'il fallait commencer à 5 heures de l'après-midi en plein jour. Enfin, c'était un événement bizarre. Puis ensuite, Claudel, qui à l'époque était un auteur colossal, mais très ambigu, parce que impliqué dans le soutien du maréchal Pétain, et en même temps défendant des idées très proches de la résistance. C'était un personnage très ambigu. Bon, et puis, ça me permettait de convoquer, puisque... la Comédie Française à l'époque était une plaque tournante qui aimantait tous les intellectuels artistes de l'époque. Donc je me suis dit, voilà le terrain.
Il se trouve en plus que ce soulier de satin, ça a été un énorme succès. Alors il y a un mot qui circule le lendemain qu'on attribue à Cocteau, qui est heureusement il n'y avait pas la paire, mais apparemment ce n'est pas Cocteau qui l'a prononcé et on lui a rapporté. Oui, absolument. Non, c'est du Sacha Guitry qui n'y était pas dans la salle. Voilà. Mais il se trouve effectivement que c'est un des événements de la Comédie Française que vous racontez, mais il y a d'autres événements, notamment l'arrivée de Jean Cocteau à la Comédie Française, qui veut imposer Jean Marais et qui n'y arrive pas. Exactement. Alors, si vous voulez, c'est là où la construction se faisait un peu en étoile, parce qu'au centre, il y avait Maribel, le soulier de satin, la Comédie Française, mais les branches de l'étoile étaient tous les grands noms ou grands personnages, notamment la meilleure amie de Maribel, qui s'appelait Arletty. Arletty, évidemment, à l'époque, convoque Céline. Il y avait la meilleure amie, de Marie sur scène, qui s'appelait Marie Marquet, qui était la maîtresse du commandant de la Luftwaffe, qui était l'auteur du Veldiv. Donc, on était dans des contradictions extraordinaires. Et Marie Marquet, qui a fini sa vie en disant des poèmes dans une boulangerie. Et moi, je me souviens d'une émission de télévision où elle est invitée par Thierry Leluron. Elle arrive pour se faire maquiller. Puis, il y a un problème sur le conducteur. Ils ont oublié Marie Marquet. Ils sont venus la chercher à minuit dans la maison de la radio. Elle était là, elle attendait son passage. C'est terrible parce que Marie Marquet, si vous faites la parenthèse, Marie Marquet, c'est une vie incroyable. Elle raconte, elle a écrit des livres de mémoire qui sont des tissus de mensonges extraordinaires. Tout est faux, mais elle invente tout, c'est incroyable, y compris d'ailleurs sa vie avec Edmond Rostand. C'est vrai, elle a été la maîtresse de Rostand quand elle avait 18 ans, mais ça ne méritait pas qu'elle se fasse l'héroïne de Rostand, voilà, etc. Puis après, ça a été Gémier, avec qui il a eu une relation très difficile, un fils qui est devenu la gloire et le drame de sa vie, et puis entrant à la Comédie Française grâce à des présidents du Conseil dont elle était la maîtresse officielle, parce qu'on disait à l'époque, quand vous voulez avoir la Légion d'honneur, vous allez frapper au bureau de Marie Marquet à la Comédie Française, à la loge de Marie Marquet. Il y a des personnages extraordinaires, parce qu'en plus vous évoquez l'ambiance de cette époque-là, on avait peur, on écoutait Radio Londres, et notamment cette chanson. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos Anna plaines. Marly qui a chanté et ce chant des partisans qui au départ était simplement l'indicatif du poste noir de Radio Londres créé par André Gillois qui ne soutenait pas encore De Gaulle. Mais là ça vous amène à votre Pierre Dac. Oui, c'est autre chose ça. Mais effectivement, il y a un autre personnage que vous évoquez aussi dans ce livre, Pierre Laville, et cette femme est une femme célèbre et elle était alors totalement inconnue. Si tu t'imagines, fillette. Car si Juliette tu Gréco, on le sait, a t'imagines, été abandonnée par sa mère et a été élevée par Hélène Duc pendant la guerre. Et vous en faites un personnage qui hante les couloirs de la Comédie Française. Oui, alors, si vous voulez, Gréco, elle a, au moment où la pièce se passe, elle a 17 ans. Elle ne chante pas encore. Elle est simplement la fille d'une mère très compliquée, lesbienne ambiguë, qui va se retrouver prisonnière dans les camps allemands. Elle a une adolescence épouvantable. Et la jeune Juliette Gréco s'en va, s'évade, je dirais, et se retrouve quasi mendiante dans Paris, et fera la rencontre décisive du couple Sartre-Beauvoir, qui vraiment vont la prendre en charge, et c'est Jean-Paul Sartre qui lui écrira sa première chanson. Oui, mais ce qui est extraordinaire aussi, c'est que dans ce livre, tout est vrai alors que c'est un roman, Pierre Laville. C'est-à-dire que la vérité historique est tout à fait présente dans votre livre. C'est-à-dire que, si vous voulez, dans la mesure où je convoquais des gens célèbres, d'une part, et d'autre part, j'en avais connu la plupart. Pour rien au monde, je n'aurais voulu trahir quoi que ce soit et écrire un mensonge. Alors, le gros du travail, l'écriture a été relativement rapide et relativement aisée, et heureuse en tout cas, du roman. Par contre, j'ai tenu à, et c'est là que j'ai passé le plus de temps, j'ai tenu à vérifier absolument chaque événement très soigneusement. C'est-à-dire que, par exemple, je vous donne un exemple parce qu'il est maniaque et j'ai mis beaucoup de temps à l'établir. Lorsque Maria Casares et Camus
partent de chez Lippe pour traverser le boulevard Saint-Germain, rejoindre de l'autre côté du boulevard Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, tel jour, de tel mois, de telle année, c'est vrai. J'ai réussi à trouver dans les biographies des uns et des autres qu'ils s'étaient rencontrés ce jour-là. Je suis allé, si vous voulez, je vais jusqu'à la méticulosité de vérifier les rencontres. Par contre, oui, croisant ces exactitudes-là, il y a une partie de roman complètement autonome, inventée et qui n'a aucune historicité. C'est à peu près moitié-moitié. Mais les gens connus, il leur arrive des choses que j'ai vérifiées. Jean-Paul Sartre, que j'ai très bien connu après, puisque j'ai eu ce bonheur et cet honneur là aussi. Enfin, ce bonheur, c'était très difficile, mais il me disait « Viens me promener ». Il était aveugle les dernières années, et j'allais le trouver. Et une fois, je me souviens, je l'ai promené en le tenant par la main, boulevard du Montparnasse. Vous savez, quand on est un jeune homme qui aime la littérature et qu'on promène par la main Jean-Paul Sartre, boulevard du Montparnasse, ça fait des émotions très, très, très énormes. Voilà. Des émotions, vous en préparez d'autres, puisque ça, c'est le roman, mais vous pensez déjà à votre rentrée au théâtre? Oui, alors, si vous voulez, je ne sais pas si je dois vous parler de ça, parce que avant, je voudrais, si vous voulez, c'est l'objet de ma petite recherche, oui, mais il y a... ça va se faire au Théâtre Antoine, au mois de janvier 2026. Et là, au Théâtre Antoine, c'est un théâtre que j'aime à la folie. C'est-à-dire que là aussi, comme la Comédie Française, j'ai eu 8 pièces jouées. J'ai eu 8 pièces jouées au Théâtre Antoine. Et pour un total, j'ai fait le compte pour m'amuser l'autre jour, 3500 représentations. C'est-à-dire que la moyenne d'une pièce est 400 représentations. Et il y en a donc ça, que des bonheurs. C'est un théâtre magnifique, miraculeux. Et il y a notamment un spectacle qui s'appelait Un mari idéal, que j'ai monté là-bas, écrit et fait là-bas, qui a été joué 1000 fois avec Annie Dupéret, Didier Sandre, Dominique Sanda, et d'après Oscar Wilde. Et là, c'est un inimaginable bonheur. Et puis, il y a la rentrée avec une pièce en janvier 2026, car vous n'allez pas arrêter comme ça, Pierre Laville, au Théâtre Antoine. Voilà, le Théâtre Antoine, qui est un théâtre hyper cher à mon cœur, dans lequel, effectivement, je viens de terminer l'adaptation nouvelle de la pièce d'Édouard Albee, le chef-d'œuvre d'Édouard Albee, Qui a peur, de Virginia Woolf, oui, qui va être joué par Marc Lavoine et Béatrice Dalle. Ah, quand même. Voilà. Donc, je pense que ça sera un spectacle dont on va beaucoup parler et je pense beaucoup applaudir. Car vous n'allez pas arrêter comme ça. Vous êtes trop jeune pour ça. Ah oui, bien sûr. Non. Il y a aussi, parallèlement, j'ai une pièce à moi, une nouvelle pièce que j'ai écrite, qui va démarrer en Allemagne, à Hambourg, qui est déjà traduite en allemand et en répétition, et avant la France. Et voilà, et une autre qui est en projet dans un théâtre à Paris. Ça, c'est votre passion de votre vie, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de prendre votre retraite. Oui, et surtout, alors ça c'est, je vous parlais théâtre, parce que vous me parliez théâtre, mais j'ai surtout le bonheur de l'écriture de La guerre qui les avait jetés là, chez Robert Laffont, a été tel que je viens de terminer hier, très exactement hier soir, l'écriture et le texte à remettre à l'éditeur de mon deuxième roman, voilà, qui s'appelle « À la rencontre du soleil » et qui démarre en Afrique et où on trouvera la rencontre de Jean-Marie Serrault et d'Aimé Césaire. Et en attendant, on lira La guerre les avait jetés là chez Robert Laffont, votre premier roman, et vous reviendrez dans Les Clés d'une vie, parce que vous avez tellement de choses à raconter pour le second roman ou pour une autre pièce, Pierre Laville. C'est avec plaisir. Merci, Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.